Oui, donc Jean-Christophe et moi, nous allons vous présenter ce qu'on comprend, ce qu'on connaît sur le verre. Donc le titre inscrit sur votre site, c'est le verre comme matériau de création. Et on va aussi aborder le côté histoire du verre, à savoir l'historique du verre et également l'histoire thermique, l'histoire chimique du verre sur ses propriétés finales. Ça, c'est des choses qu'on a envie de vous faire passer. Donc moi, je vais présenter plutôt la partie formulation, synthèse, mise en forme, et Jean-Christophe vous parlera plus de la tenue en service. Donc là, dernièrement, là, c'est la semaine dernière, ou il y a 15 jours, le Ouest France, grand journal de diffusion, indiquait que on avait retrouvé des vitraux dans le Limousin, et en fait, ils étaient bretons. Bon, ça c'est un premier support, et puis je vous parlerai un petit peu de la couleur des verres tout à l'heure. Et puis un autre, pareil le même jour, sur une plaque de verre gravée qui a été retrouvée apparemment au Pica, ou au Piccadilly, et pour parler aussi un petit peu de la durabilité du verre, comment on arrive à dépolir le verre ou à le mouler. Donc les verres les plus anciens, donc l'obsidienne, c'est issu du refroidissement du magma volcan. Et puis on regardera par la suite, on vérifiera que les compositions de ces verres très anciens ressemblent aux verres qu'on a aujourd'hui, les verres industriels, fibre optique, flacons de parfum, verres de lunettes, etc. Donc bon, le verre est connu comme un matériau transparent et fragile, donc brittle en anglais, et ça fait très longtemps, ça fait quelques 4-5 000 ans que, entre guillemets, industriellement, on sait le faire avec les Égyptiens, et même auparavant, on utilisait un matériau vert, mais sans le savoir, pour faire les émaux sur les céramiques, puisque les céramiques sont des matériaux, des poteries, des matériaux poreux, qui sont pas complètement densifiés, et pour fermer cette porosité, ils utilisaient ce qu'on appelle aujourd'hui une frite, et c'est un matériau vitreux. Quand on va le réchauffer, il va fondre, il va obturer toute la porosité, et ensuite on peut aussi le pigmenter. Là vous avez aussi d'autres exemples de verres anciens. Donc le côté histoire, on sait faire de verre depuis longtemps, et puis depuis le développement de la chimie, à savoir tous ces verres-là étaient faits à partir de minerais accessibles dans le sous-sol, près des fours. Et pour ce qui est de la recherche sur comment ont été faits ces verres ou quel minerai a été utilisé, bien c'est les archéologues qui vont aller prendre des fragments de ces verres-là, les étudier, donc prendre des petits prélèvements, et puis étudier les traces d'éléments qui ne sont pas usuels dans la formation du verre aujourd'hui, et puis faire des rapports de, par exemple, titane, tungstène, etc., pour se dire, la source, le minerai qui a été utilisé en plus du sable et du calcaire et du carbonate de sodium a été prélevé dans telle ou telle région. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à tracer l'histoire de certains verres. Et puis comme je vous disais, donc avec le développement de la chimie, donc l'industrie chimique pour préparer de la matière première de haute pureté, et on est capable de faire maintenant de la fibre optique pour le transport de la lumière. Donc là, je vous montrerai aussi des exemples parce que j'ai travaillé chez Alcatel, donc j'ai quelques exemples de matériaux industriels. Et puis un des bels objets en verre, c'est la fameuse pyramide du Louvre. Donc c'est une composition chimique qui a été développée par Saint-Gobain pour réaliser cette pyramide, donc des études en amont pour produire ce verre qui résiste. Donc maintenant, si on rentre un peu dans le cœur du sujet au niveau de la matière, donc là vous avez une échelle d'énergie, et puis tout en bas, au niveau stabilité, on va retrouver les matériaux cristallins, donc la matière première. La matière première, dans le cas du verre industriel, du verre standard, ça va être du sable, SiO2, ça va être du carbonate de sodium, ça va être du carbonate de calcium, donc mais des atomes qui sont bien empilés. Si on le met dans un équipement diffraction de rayon X, on va vérifier que les atomes sont bien ordonnés, et ça à longue distance. Si on chauffe ce matériau-là, donc on va le transformer de solide à l'état liquide, donc on lui amène de l'énergie, et ce matériau se trouve désordonné, en mouvement, et cette photographie-là, en fait, elle représente ce qu'est le verre aussi. Et on verra tout à l'heure que la plupart du temps, comment on produit un verre, c'est en refroidissant un liquide, et
on l'empêche de se stabiliser à l'état ordonné. Et puis bon, le troisième état de la matière, le gaz, qui lui, voilà, c'est en continuel mouvement. Et au niveau des fibres optiques, hein, le matériau de haute pureté, eh bien la matière première qu'on va utiliser, ce sont des gaz qu'on est capable de distiller, d'avoir de la matière première de très très haute pureté, et on va transformer ce gaz en fines particules qu'on va vitrifier pour obtenir donc un verre fibre optique. Bon là, c'est pour vous représenter un petit peu l'état d'ordre et qu'est-ce qu'on entend par ordre. Donc là, c'est R0, en fait, c'est la distance entre un atome et un autre, et puis bah, si on dépasse un ordre qui dépasse 3 unités atomiques, eh bien on est dans l'état cristal. Donc nous, au niveau du verre, on va rester dans la même structure qu'un liquide, par contre, hein, au niveau ordre, et par contre on sera à l'état solide. Bon, une manière de caractériser le matériau cristallin du matériau vitreux, hein, donc le verre, c'est d'abord un matériau amorphe, sans forme, sans ordre. Et puis bah là vous avez un diffractogramme, on a représenté ici l'angle de diffraction et l'intensité diffractée. Et là, bon, c'est des verres exotiques, hein, puisqu'on imaginez la matière première, donc du chlorure de plomb, pourquoi pas. Donc là, on voit qu'on vérifie qu'il est bien ordonné. Et puis un autre oxyde, un oxyde d'antimoine. Donc encore une fois, des pics de diffraction. Et si jamais ce mélange-là à 50-50, on le place dans un creuset, on porte le mélange à haute température. Enfin, haute température pour ces mélanges-là, c'est 700 degrés. Alors que pour les verres de verre à vitre, il faut aller à 1400-1500 degrés. Donc, vous allez voir aussi que le verre, ce n'est pas que le verre à vitre. On peut faire du verre avec quasi tout. Par contre, il faut trouver la méthode pour le refroidir suffisamment rapidement pour qu'il ne redescende pas à cet endroit-là. Donc, ici, bah, pour la caractérisation, ça, c'est un objet en verre qui a été placé dans la même machine qui a permis de vérifier que ces précurseurs étaient cristallisés. Eh bien, ce qu'on observe, c'est une patate, donc un matériau amorphe. Voilà. Donc le verre, c'est oui, d'accord, un matériau amorphe et qui présente la fameuse transition vitreuse. Bon, c'est une redite encore. Hein. Donc là, vous avez un exemple. On utilise quoi comme contenant pour produire des verres. Ben là, c'est un exemple, c'est un creuset en platine. Donc on va, oui aussi, quand on fait de la recherche sur les verres, trouver le bon creuset, savoir la bonne casserole qui va éviter de contaminer le liquide qu'on est en train de produire. Donc le platine, donc un métal noble qui est assez résistant aux attaques chimiques. Et puis ben, on refroidit le liquide dans un moule. Là, c'est une pièce en laiton qui va qui va transporter la chaleur à l'extérieur pour que notre liquide se fige suffisamment rapidement pour qu'il n'ait pas le temps de cristalliser. Alors, ça, ce schéma-là, ça nous représente ce que je viens de vous dire. On a le volume, ici, la température. Donc imaginons, on a réussi à mettre dans une casserole la matière première qu'on a portée à haute température, donc on a l'état liquide, donc là c'est presque même l'état gazeux. Là. Donc on a nos entités qui sont désordonnées, et puis on refroidit le liquide, et puis si jamais on laisse la thermodynamique parler, à savoir la stabilité de la matière, bien normalement, à la température de fusion, on va voir le liquide qui se contracte pour former quelque chose d'ordonné. Voilà. Et le secret ou la magie du verre, c'est que on est à l'état liquide, et alors après, c'est on refroidit rapidement pour éviter cette structuration, ou la chimie du mélange fait que on a A plus B qui est à l'état liquide, et puis si on refroidit doucement, on va former A cristallisé plus B cristallisé, puis se rajoute un composé C, ben lui il va empêcher A de cristalliser ou B de cristalliser, enfin il va foutre un peu la merde, ce qui fait qu'on va passer ce qu'on appelle là, en liquide surfondu. Donc thermodynamiquement c'est un état métastable, donc ça faut se souvenir de ça, puisque bien, en fait on a piégé, on a trompé la nature. Hein, normalement on devrait, hein, quand on chauffe quelque chose à l'état liquide on refroidit, ça cristallise, et puis là. Donc on l'empêche de cristalliser, et puis arrive un moment, la température diminue toujours, le volume diminue, on est d'accord. Le liquide, si on le refroidit de plus en plus, il devient visqueux, et puis à un moment ça bouge plus. Donc les atomes sont figés, et on obtient un solide. Et là c'est le verre. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut faire du verre avec n'importe quoi. À partir du moment où on est capable de refroidir suffisamment violemment un liquide pour l'empêcher de se restructurer. Oui, on peut faire des verres d'eau.
Non, mais c'est pas une blague. On peut faire un verre d'eau. Par contre, il faut le refroidir à, donc 10 puissance 7, ça fait 10 millions de degrés par seconde. C'est un détail. Mais on peut faire un verre d'eau. On peut faire des verres métalliques, on peut faire des verres d'argent. Et là, ce seront 10 millions de degrés, 10 milliards de degrés par seconde nécessaires au refroidissement de la goutte d'argent liquide, par exemple, pour le faire. Donc en labo, ce qu'on peut faire, c'est on prend enfin il y a des gens qui font ça, on porte de l'argent à l'état liquide et puis on le fait tomber dans l'azote liquide. Donc sa structure va être vitreuse, va être désordonnée. Et pour le verre d'eau, hein, les manips qui sont faites dans les labos, moi sur Rennes je pense pas qu'on l'ait pas fait ça, mais c'est des fines gouttelettes d'eau qui sont plongées dans l'azote liquide. Et puis, il prélève après le petit objet créé. Et si on le maintient à une température, là, faut le maintenir à moins de 100 degrés Celsius pour pas qu'il se réchauffe, qu'il ramollisse et qu'il recristallise par la suite. Mais ils ont des équipements pour prélever l'objet vitreux, le placer dans un équipement thermalisé à basse température pour vérifier qu'on a bien quelque chose qui est désordonné. Alors, on en reparlera par la suite, mais la vitesse de refroidissement, donc on a vu tout à l'heure, quand on est liquide, si on laisse le temps au temps, on va reformer des cristaux. Et puis en fonction de la vitesse de refroidissement du liquide, à savoir la température à laquelle le liquide va se figer, eh bien ça va macroscopiquement donner formation de la fameuse transition vitreuse qui va être modifiée. Donc un cristal, par exemple, c'est qui fondait du chlorure de sodium. Oui. Bon le chlorure de sodium, tu le portes à une certaine température, tu laisses refroidir, à la température de fusion du chlorure de sodium, ça cristallise, c'est fini. Et puis si tu réchauffes, ce sera toujours la même température. Par contre, un verre, si on arrive avec la même chimie, quand on va le refroidir, on va l'empêcher de cristalliser. Si on le refroidit plus ou moins rapidement, la température de ramollissement, quand on va le réchauffer par la suite, va être modifiée. Donc ça, on pourra l'utiliser pour faire la trempe. Jean-Christophe vous en parlera par la suite. Donc, comme je vous disais, on peut faire du liquide avec du verre, avec n'importe quelle substance, si on peut l'apporter à l'état liquide et la refroidir suffisamment rapidement. Alors, l'intérêt avec le verre, c'est que on peut modifier la composition chimique pour modifier les propriétés, l'indice de réfraction, la densité, toutes sortes les modules mécaniques. Et ça, on peut le faire de manière continue. Parce que dans un cristal, vous avez les atomes qui sont bien ordonnés, d'accord ? On a vu ça au tout départ. Et puis si on rajoute un autre élément à l'intérieur, il va pouvoir s'insérer dans la structure du cristal jusqu'au moment où il va perturber l'arrangement et puis le cristal va se transformer en un autre cristal. Alors que la chance avec le verre, c'est que on est dans le milieu désordonné, on peut donc à chaque fois ajuster les propriétés par la composition chimique. Et c'est un avantage donc du matériau vert par rapport au matériau cristallin. Donc là, c'est résumé ici. Oui, vas-y. Oh là, c'est Jean-Christophe qui vous en parlera. Non, non, il y a des cristaux qui sont très durs, des verres qui sont très fragiles et inversement. Enfin non, c'est plus compliqué. Hop là. Donc moi je vous parlais de la chimie des verres. Donc depuis on va dire 200-300 ans, il y a avant, mais bon, au niveau avec le développement de la chimie, il y a une bonne centaine d'années, les gens sont intéressés à produire du verre avec effectivement n'importe quel mélange. Et donc là les verres d'oxyde, les verres qu'on appelle les verres industriels, à base de SiO2, le fameux sable initial mais qui est désordonné par la suite, l'oxyde de bore, donc là c'est plutôt les verres Pyrex, et puis on va rajouter ce qu'on appelle des modifieurs, donc là on va pas rentrer dans les détails sur la partie structure des matériaux vitreux, mais bon, les oxydes, ça c'est les verres communs, facile à produire puisqu'on peut les faire à température ambiante. Dans l'atmosphère, il y a l'oxygène, l'azote, il y a l'humidité, donc ça va pas perturber la production du verre.
Maintenant, quand on parlait aussi le verre comme matériau de création, les recherches qui ont été établies, en particulier sur Rennes, ont permis à la création d'une entreprise, par exemple. Là, les verres de fluorure, où là, il n'y a pas du tout d'oxygène, c'est des verres à base de fluor de zirconium, fluor de barium. Même chose, on fait un mélange, on va à haute température. Enfin, haute température, là, c'est 600 degrés. On a un liquide, on le refroidit. Dans les bonnes conditions, on obtient un matériau solide, désordonné, amorphe et transparent dans le visible. Et puis il y en a d'autres qui ont été faits aussi à l'université de Rennes, où c'est d'autres types de verres, c'est ce qu'on appelle les verres de chalcogénure. Où là, on a aussi d'autres, on n'a pas d'oxygène, on a du soufre, du tellure, sélénium, etc. Et même topo. Donc là, on doit aller travailler en atmosphère exempt d'oxygène. Donc on travaille en ampoule scellée. Là, j'ai des exemples d'échantillons ici. Je sais pas, si. Là, des exemples de verres chalcogénure qui ont été faits donc en ampoule scellée. Mais pareil, même principe. On porte à température élevée. Enfin élevée, là c'est 700 degrés. C'est liquide. Pour le refroidir, là, plutôt que de le couler dans un moule de laiton qui va extraire la chaleur, on le plonge dans l'eau. L'eau permet qu'à l'eau-porteur de refroidir le liquide. Et puis après, cet objet-là, on va le recuire pour le déstresser. Ça, je vais pas parler de ça encore, mais on est obligé de recuire le verre pour le déstresser. Donc ils sont transparents aussi, mais dans l'infrarouge, là. Ça, c'est dû à la structure chimique, enfin la composition chimique des éléments constituants. Et puis d'autres verres là qui sont un peu plus récents. Enfin, tout ça, ça a été développé dans les années 70. Ils ne sont pas très très vieux. Et aussi les verres métalliques. Et ces verres métalliques, donc là on a un exemple pour le refroidissement très violent. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'argent, enfin les 10 milliards de degrés par seconde. Certains verres métalliques demandent aussi des refroidissements très rapides, donc plutôt que de couler le liquide dans un moule qui va permettre d'évacuer la chaleur, on va utiliser des rouleaux. Et puis on va faire couler le liquide entre les deux rouleaux. Le verre va se trouver quenché, refroidi très rapidement. Et aujourd'hui, ils sont capables aussi de faire quand je dis ils, parce que ça je travaille pas là-dessus, de faire des verres massifs, des objets qui ont la taille de cette taille-là, mais verre métallique. Donc là, pas d'oxygène, pas d'anion à l'intérieur, des verres particuliers. Donc, on va faire un peu de chimie puisque je vous parlais de tableau périodique. Les verres de silicate, les verres borosilicate. Donc c'est l'oxygène, la partie anion, la partie négative dans la structure des constituants. Et puis les cations, donc on va retrouver silice, calcium, sodium. Pour les verres borosilicate, verre pyrex, verre pour faire de la chimie, pour faire aussi principalement c'est cela, à base d'oxyde de bore et d'oxyde de silicium. Et puis j'ai mis en pointillé l'aluminium qui sert aussi qui est présent dans la composition de ces verres d'oxyde. Alors il vient d'où ? Il vient soit de la matière première, comme je vous disais, la matière première elle n'est pas forcément pure, on va minimiser le coût de production. Et puis il y a des minerais silicatés qui contiennent de l'aluminium. Puis on s'est rendu compte que quand on les mettait dans la formulation, ils rendaient le verre plus résistant. Ça, c'est quand on a pu étudier la partie chimique des choses. Et puis aussi, j'ai entouré là le fameux fer. Alors le fer, lui, c'est un des 4-5, c'est le 4e ou 5e élément le plus présent dans les minerais. Dans le sous-sol, on a l'oxygène, le silicium, le fer, le calcium et l'alu. Donc le fer est un contaminant. Et comme il est très présent dans la croûte terrestre, il va toujours se trouver à l'état au moins de traces. Même si on a trouvé une veine vous avez peut-être entendu parler du sable de Fontainebleau, où c'est du SiO2 très pur. Mais celui-là, il est particulièrement pur parce que la contamination par l'oxyde de fer est limitée. Alors qu'aujourd'hui, quand on produit du verre industriel, etc., on a toujours un reflet plus ou moins verdâtre. Vous avez fait attention. Enfin, un verre à vitre, il est transparent quand on le regarde sur une faible épaisseur, mais si on le regarde sur la tranche, on va pouvoir regarder sur 3, 4, 5, 10 cm, on a une coloration verte. Et ça, en fait, la coloration verte, elle vient de la contamination du fer. Et après, le verrier, lui, il doit travailler sur le redox, parce que le fer 3 va donner une couleur plutôt jaune, et le fer 2, donc le degré d'oxydation, une couleur plutôt bleue. Et donc en jouant sur le redox du four industriel, on va pouvoir faire un verre plutôt bleuté ou plutôt vert. Et puis les verres par exemple qui sont utilisés pour faire les verres extra blancs pour les cellules solaires,
Là, ils ont travaillé la contamination en fer en dessous de 100 ppm. Donc 100 ppm, c'est 110-6, donc ça fait 110-4%. Enfin bon, c'est une unité. Et voilà. Donc le fer, c'est gênant. Enfin, c'est gênant. La coloration verte, c'est pas forcément voulu. Ça vient de la contamination de la matière première. Ou sinon, on peut faire du verre extra blanc, mais là, à ce moment-là, on prend la matière première dit chimique, enfin de synthèse. Et puis là, on arrive à faire du verre qui n'est pas coloré par ces choses-là. Et puis donc pour en revenir aux autres types de verres, les chalcogénures, ben là, pas d'oxygène, par contre, ces éléments-là, qu'on va associer, porter encore une fois à l'état liquide, refroidir et obtenir le verre. Les verres métalliques, bon, ils vont utiliser zirconium, nickel, cuivre, bon là c'est aussi des verres un peu particuliers, et les verres de fluorure que je vous ai indiqué tout à l'heure. On va avoir le zirconium, le barium, il est là, et puis le fluor. Voilà. Bon. Donc si je reviens à la structure des verres classiques, enfin des verres standards, les silicates, hein, on a ici une représentation schématique du cristal du quartz. Donc tout est ordonné. Hein, le petit Lego initial, c'est un tétraèdre. Où on a le silicium au milieu et puis 4 oxygènes qui sont à la pointe du tétraèdre. Et puis dans le quartz cristallin, eh bien, tous ces tétraèdres sont reliés de manière ordonnée et ce à longue distance, alors que dans le verre, enfin dans les silices vitreuses, qu'on peut quelquefois appeler quartz fondu. Alors attention, le quartz fondu, c'est plus un verre, c'est plus un cristal, c'est un verre. Et là, nos tétraèdres sont associés. Il y a toutes sortes de théories associées par les pointes, par les arêtes, etc. Enfin bon, là, il y a des gens qui se tirent les cheveux pour ça. Et on peut favoriser le désordre en rajoutant, par exemple, le sodium. Donc là, les verres historiques des Égyptiens, eh bien, c'est du carbonate de sodium. Donc c'était le natron, en fait, c'était utilisé comme conservateur des aliments. Enfin, l'histoire raconte que des briques de natron sur une plage, donc du sable, et puis on fait un feu de camp, et puis on chauffe la nourriture, on a atteint des températures. Un feu de camp, c'est 800-900 degrés, hein, c'est pas non plus les 1400 degrés que je vous ai indiqués dans l'industrie, mais si on regarde là c'est un diagramme de phase, hein, où on a étudié, ils ont étudié SiO2, la température de fusion c'est 1700 degrés, l'oxyde de sodium, sa température de fusion elle est autour de 1200 degrés, mais quand on fait un mélange carbonate de sodium qui va se décomposer en oxyde de sodium, mais on se rend compte, quand on fait ce qu'on appelle des études de diagramme de phase, que à 800 degrés, on a un mélange qui est liquide. Donc un constituant A qui fond à très haute température. Si je refroidis suffisamment rapidement, je fais un verre, on est d'accord. Na2O, il est possible qu'on puisse faire du verre avec ça, mais par contre, il faut lui foutre une bonne claque pour le refroidir. Maintenant, si on associe les deux, eh bien, on observe ce qu'on appelle un point éclectique, à savoir, on est liquide, et ce, seulement à 800 degrés. Mais les premiers verres, premières traces de verre, basées sur un chauffage réchauffe du carbonate de sodium en présence de sable, ils ont dû trouver localement le mélange qui s'est fait, et au refroidissement, par la suite, il y avait une flaque de verre, quoi. Donc ça, c'est les traces historiques écrites qu'on a sur le verre. Alors là, maintenant, si on rentre dans le détail, nos fameux tétraèdres SiO qui étaient désordonnés tout seuls, quand on met du sodium, il va désordonner encore plus et permettre de faciliter la formation vitreuse. Et puis si on veut aller encore plus loin, donc on va utiliser les grands instruments, les synchrotrons, etc. Et puis on va aller regarder que sphère de premier ordre, on va retrouver un ordre. Entre là, c'est l'unité centrale, et puis on regarde à une distance là on est à 0,12 nanomètres. Donc là, ça représente par exemple silicium-oxygène. Et puis après, on regarde oxygène-oxygène. Donc on voit que à courte distance, on va retrouver alors je reviens vite fait, cette structure-là. Et puis dès qu'on se déplace un peu plus loin, on regarde un peu plus loin, on voit que c'est désordonné. Voilà. Donc il y a les gens les grands instruments qu'on appelle, donc les synchrotrons,
le CERN sur Paris aussi. Enfin, il y a des physiciens qui travaillent sur cette structure-là. Maintenant, si on regarde la partie composition, et on va revoir que, enfin, on vérifie que les verres silicates communs, eh bien, ils sont à base de 70% du fameux SiO2, matière première. Parce que quand on est dans le verre, on ne va pas pouvoir différencier SiO2, B2O3 et 2O3. Après, on forme une espèce une grosse molécule sur laquelle va être dispatché silicium, oxygène, aluminium. Il ne faut plus penser le verre comme l'association d'oxydes. On a formé autre chose. D'accord ? Donc, au niveau des compositions, on retrouve basiquement, puisque c'est des silicates, c'est normal qu'on retrouve du SiO2. Pour les verres Pyrex, bien, on va retirer les alcalins qui, eux, sont... on peut les arracher de la structure vitreuse. Là, on verra rapidement aussi les tests de lixivation. Bon. Le verre cristal. Le verre cristal, alors, abus de langage, puisque je viens de vous dire que le verre c'est amorphe, un cristal c'est ordonné. Mais pourquoi on appelle le verre cristal les verres au plomb? C'est parce qu'ils présentent un indice de réfraction élevé. Quand on les taille, ça se rapproche pas du diamant, mais l'indice de réfraction n'est pas suffisamment élevé. Mais voilà, on a un reflet, des compositions de la lumière, etc. Donc encore une fois, avec le verre, on peut, avec la chimie, modifier sa composition, adapter l'indice de réfraction, par exemple dans le cas du cristal. Et puis là, en fait, on a plus de potassium que de sodium. Ça, c'est historique aussi, puisque les gens qui faisaient sur les cartes d'implantation des cristalleries, eh bien, fallait être pas trop loin d'une source de sable SiO2 pur et d'arbres qui donnaient au niveau de la cendre une cendre riche en oxyde de potassium plutôt que du sodium. Donc après salicorne, il y a toute pas une alchimie, mais sur les vieux textes, c'est intéressant de voir tout ça. Et puis si on regarde au niveau des verres comme l'obsidienne, comme il y a le verre lunaire, etc., on va retrouver le fameux SiO2 formateur. Donc la plupart des gens, comme vous aussi, qui pensez verre, vous pensez verre silicate. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des verres calcoginures, des verres de fluorure, des verres métalliques. Donc la science du verre, elle n'est pas limitée à SiO2. Alors si on regarde la différence au niveau propriété des verres là qui sont développés, que ce soit sur Rennes ou ailleurs dans le monde, dans les laboratoires ou en industrie, les verres, là on a dit que le verre était transparent. Oui, c'est vrai que transparent dans le visible. Les verres, la silice pure ou les verres à vitre, ils sont transparents jusqu'à 3-4 micromètres. Et aussi dans le visible, parce que là j'ai pas détaillé, mais le visible est par ici. Les verres de fluorure également, donc ils sont, j'ai des exemples ici, ils sont transparents depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, donc là on va un peu plus loin. Donc des propriétés particulières pour le transport de l'information, etc. Et puis les verres de calcoginure qui étaient d'aspect noir métallique, bien oui effectivement ils sont transparents dans l'infrarouge, mais par contre là parce que là on doit être à 2 microns, ben là ils sont plus transparents dans le visible. Tout ça, ça vient de l'interaction de l'onde électromagnétique avec les nuages électroniques constituant autour des atomes. Et là, perturbation, etc. On va pas rentrer trop dans les... Alors, pourquoi j'ai remis cette diapo-là? Les verres, on peut les colorer. Et alors, les pigments qu'on utilise, les pigments communs, on va retrouver le fer. Je vous avais dit, fer 3 plutôt jaune, fer 2 plutôt bleu. Et puis, dans le verre à bouteille, bien, on va associer le fer avec du chrome. Et là, on aura un verre plus péchu, quoi. On va pouvoir, alors là, évidemment, le grisé, c'est le verre au nickel. Le manganèse, qui va donner une coloration violette. Le bleu, avec le cobalt. Donc là, il y a des recettes pour doper les verres, pour faire soit des verres artistiques ou autres. Alors le rouge, il peut être fait avec un dopage au cuivre, et également, là c'est le rouge or, ou ça c'est des secrets aussi de Murano et d'autres baccarat en France, où dans la formulation verrière, donc on a un verre SiO2, PbO, enfin oxyde de plomb, plus autres oxydes, et puis on va dissoudre à faible concentration de l'or, qui va être dispersé dans la structure désordonnée. Et après, le secret, c'est de retravailler sur la température. Une fois qu'on a fait le verre,
on va le réchauffer et on va provoquer une chimie à l'intérieur pour réduire les particules d'or qui n'étaient pas métalliques mais qui étaient sous forme ionique à l'intérieur. Et puis on va provoquer par traitement thermique une précipitation métallique à l'intérieur. Et alors après c'est les effets plasmons, etc. C'est un peu compliqué, même pour moi, enfin surtout pour moi. Et on arrive à avoir une coloration rouge. Il y a tout un secret en fait de essai-erreur, et puis on va dire en sciences dures, on est capable de l'expliquer. Ouais, bah là c'est une redite au niveau des couleurs. Donc là, je reviens aussi sur l'actualité les dernières semaines sur une plaque de verre gravée qu'on a pu observer sur Rennes. Eh bien, le verre, je vous ai dit, bon, SiO2, Na2O, CaO, et puis l'alumine, Al2O3, qui a permis de rendre un peu plus dur le verre. Mais sur les vieux verres, on se rend compte que l'action de l'eau, ben Jean-Christophe en parlera aussi par la suite, l'action de l'eau peut être suffisante pour arracher de cette grosse molécule de verre qui est désordonnée, arriver à échanger le sodium par exemple par un H+, etc. Donc ça, quand c'est pas maîtrisé, ben on a un vieillissement de la surface. Et puis si c'est maîtrisé, ben on fait un dépoli, un satinage de la surface. Donc là c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on veut. Donc là c'est pareil, c'est la même chose. Alors, jusqu'à présent, je vous ai dit qu'on peut faire du verre avec n'importe quoi, mais comment on fait du verre? Donc, on a compris, il faut passer à l'état liquide, refroidir suffisamment rapidement, ou faire un mélange qui, quand on le refroidit, ne va pas se réordonner. Ben là, une vieille photo qui date de longtemps. Quand on regarde le plan d'exploitation, eh bien, on a la mine, la matière première qui est pas très loin. On a le four où le verrier va venir cueillir avec une canne, venir cueillir le liquide. Il sort le liquide et puis il a le temps de le travailler pour ou le souffler ou enfin on fait ce qu'il en veut, enfin il fait un objet. Et attention, ça je vous ai pas encore parlé, mais il faut absolument recuire le verre. À savoir, quand on a réussi à refroidir le liquide et éviter la cristallisation pour obtenir un solide, donc amorphe, lors de ce refroidissement, des tensions mécaniques se sont créées à l'intérieur. Et donc il faut déstresser le verre et donc il faut le recuire près de cette fameuse température de transition vitreuse. Donc par exemple pour un verre commun, un verre à vitre, qui ramollit autour de 500-150 degrés, qu'on fasse une pièce en verre, qu'on déforme une pièce en verre, etc. Et si jamais on la recuit pas, savoir si on la remonte pas en température autour de 500 degrés, et là à 500 degrés le verre il n'est pas fluide, il est très visqueux. Et là ça va permettre de le détendre et d'éliminer toutes les tensions mécaniques à l'intérieur. Alors si on le fait autrement, à savoir si on le réchauffe rapidement et qu'on le refroidit en surface, bien on va provoquer du stress mais qu'on aura contrôlé. Et ça, la trempe mécanique et chimique, Jean-Christophe vous en parlera par la suite. Alors là, les premiers exemples aussi pour faire le verre à vitre, le verre plat, les glaces, ben c'est le liquide, on le refroidit sur une planche en bois mouillé, et puis on prend la raclette, on arrive à former un objet plat. Une autre manière à l'époque, c'était aussi de faire une grosse boule et puis ensuite de la faire tourner à fond pour qu'elle s'aplatisse. Donc ça, c'est des verres qui sont faits comme ça. Alors dans des vieux châteaux, etc. Quand on fait attention au niveau des vitres, on arrive à avoir des bulles. Alors les bulles, ça peut soit des bulles à la synthèse ou des bulles dues au collage des deux faces. Donc là, c'est une technique aussi. On fait des manchons, on les découpe, on les met dans un four et on va ramollir le verre et il va s'étendre. Alors aujourd'hui, c'est un autre process. On va chauffer donc à la flamme, on monte à 1500 degrés et puis on peut aussi faire du verre plat en tirant dessus. Bon. Depuis les années 70, 1970, 60-70, avant on avait le verre. Donc là, des verres silicates, standard, du sable, de la chaux, du carbonate de sodium, on avait un liquide, on refroidissait tout ça, et puis pour faire du plat, on passait dans un laminoir, et on recuit. Attention, on doit toujours recuire un verre, et puis la surface étant altérée, du polissage. Donc là, pareil,
défaut de surface, Christophe en parlera par la suite. Et depuis donc l'invention des frères Picklington en Angleterre, eux, ils se sont dit, alors la densité du verre c'est 2,5 grammes par centimètre cube. Si on le fait couler sur quelque chose qui a une surface très lisse, comme l'étain il a 6-7 grammes par centimètre cube, il est liquide à 230 degrés, donc on va faire couler un verre qui est à 1000 degrés sur un bain liquide qui est à 300 degrés, donc il va prendre sa claque, il va refroidir, il va se figer, mais il va le faire avec une surface toute lisse. Donc on aura une face étain et une face air. Donc pareil, les nouveaux verres, maintenant les verres qui sont faits par float, si vous faites, je sais pas moi, des œuvres en refaisant du fusing, en associant des plaques de verre issues du verre plat, attention. Parce qu'il y a une face étain et une face air. Et elles n'ont pas la même chimie. C'est petit, il y a une différence. Enfin, c'est quelques ppm de différence. Il y a de l'étain qui a qu'à migrer à l'intérieur. Et pour vérifier laquelle est la face étain, la face air, vous prenez une lampe UV à 254 et la lampe étain, elle est blanche. Enfin, elle a un reflet blanchâtre. Alors que l'autre, elle n'a pas de reflet. Donc comme ça, vous pourrez différencier si vous voulez associer des plaques de verre pour faire, je sais pas, du fusing. Si vous voulez faire un sandwich air étain, vous pouvez qualifier votre surface comme ça. Ou si vous voulez faire une face étain, etc. Des petits trucs. Donc le verre, on peut aussi le faire sous forme creux. On travaille sur la viscosité. Donc là, c'est des machines mécaniques. Donc on amène le verre pâteux. Donc là, il a 1100-1200 degrés. C'est un gros chewing-gum bien épais. Et on va le placer dans un moule. Donc aussi importance de la surface du moule pour avoir une surface finie appréciable ou pas. La qualité de la surface donnera une qualité mécanique. Et puis on est capable de souffler dedans pour faire épouser le visqueux au moule. Donc là, avec les fameuses sections individuelles, maintenant c'est de la production importante. Quand on fait du verre, on peut aussi, j'ai dit là on avait jusqu'à présent, on a toujours pensé que le liquide était homogène, et on peut, en fonction de la chimie, du mélange, produire à l'intérieur ce qu'on appelle des séparations de phase. C'est deux verres eau-huile. On a l'état liquide, on a réussi à les refroidir, c'est plutôt à la réchauffe, mais bon, on arrive à démixer le verre initial. Il y a des applications, par exemple, j'ai ramené ce truc-là. Là. Ça, c'est un filtre qu'on utilise en chimie pour filtrer des suspensions très fines. Et ça ressemble plutôt à une céramique, mais en fait, c'est du verre. C'est du verre qui présente une séparation de phase. Et puis, comme on a deux verres différents, on va attaquer une des deux phases et puis laisser connecter des canaux. Et ça permet de faire des filtres pour fines particules. Faut pas que je me donne 5 minutes et je te laisse. Une autre manière de faire du verre de très haute pureté, donc là j'ai un exemple d'une préforme que j'avais quand je travaillais chez Alcatel. La matière première, c'est des gaz, des gaz de haute pureté qu'on va décomposer à l'intérieur d'un tube, et puis ces particules et CO2 vitrifiées vont se déposer. On fait tourner tout ça, et puis on va pouvoir adapter. Là, encore une fois, la composition chimique des différentes couches successives, concentriques qu'on va produire pour former un gradient d'indice de réfraction. Ça nous permet après d'injecter la lumière et qu'elle reste confinée à l'intérieur. Voilà. Encore un autre exemple de manip. On peut faire aussi du verre sous forme de couche. Et là, on a un substrat en verre qu'on va venir attaquer. Là, c'est une pulvérisation cathodique. On va atomiser ou volatiliser le verre qui va se refroidir sur un substrat plus froid, donc on va avoir transformation gaz, liquide, solide, et tout en gardant le désordre. Une autre encore technique pour faire du verre, là pour faire des couches minces, pour protéger le verre, c'est le sol-gel. Et là on va travailler à basse température. Donc tout ce qui est siloxane, etc. Donc ça permet de faire du verre sans aller à très haute température. On a le liquide, et c'est la chimie du liquide qui fait que ça réticule, et on a un gel qui va grossir, enfin la viscosité va augmenter jusqu'au moment où on va obtenir un solide amorphe. Donc on revient sur la définition, ça c'est déjà vu, et puis maintenant l'histoire on peut transformer le verre, on peut le réchauffer. Là jusqu'à présent on a fait du verre à partir de liquide, on l'a mis en forme, sous forme de plaques, sous forme de bouteilles, etc. Maintenant c'est quand on va réchauffer le verre.
Par exemple, pour refaire, comme a pu faire Steven et Sarah, réchauffer du verre pour le faire coller à un autre substrat. Donc on a réchauffé le verre, mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a chauffé le verre, alors oubliez les températures, là. Chauffer le verre au-dessus de la fameuse transition vitreuse. On est passé de l'état solide à l'état visqueux. Et puis, si tout se passe bien, normalement, on devrait avoir un visqueux qui reste visqueux et la viscosité diminue. Sauf que les verres moins stables que les verres à vitre, donc les verres de fluorure, les verres d'alcoolgénure, etc., quand on va les réchauffer, on peut sachant que les atomes sont mobiles, ils se souviennent quand même que on les a trompés. Normalement, ils auraient dû redescendre à l'état cristallin pour devenir arrangés. Et bien, quand on va réchauffer notre ensemble, la mobilité des atomes dit je vais retrouver atome A et atome B, je ferai bien quelque chose de plus stable. Et à ce moment-là, on va descendre en énergie, donc on en aura trop, on va en libérer. Phénomène exothermique, et puis on partait au départ de quelque chose de désordonné, et puis on peut former un cristal. Et puis on sait maintenant que si on a un cristal, si on le chauffe comme une mule, on va jusqu'à la température liquide, et puis on a l'état liquide, et si on refroidit rapidement, on va obtenir le vitreux. Le côté réversibilité, recyclabilité infinie du verre. Et on retrouve encore ce que je vous disais là, le schéma initiaux. Si on était ici, on chauffe encore plus fort, on arrive à ici. Puis maintenant, si on est ici, qu'on refroidit rapidement, on va retrouver notre désordre. Je vous redisais aussi que le refroidissement contrôlé peut donner une température différenciée. L'application, Jean-Christophe en parlera, sur produire un composite mécanique, alors que la chimie est la même, mais c'est la mécanique de stress qui sera différente. Ou sinon, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait modifier, extraire des atomes de verre et en remettre, on peut aussi le faire par chimie. Et là, des exemples, puisqu'on parlait de verre comme matériau de création, des verres trempés chimiquement ou thermiquement. Et puis pour vérifier qu'un verre est bien, ça c'est des petits conseils, des petits détails, si vous travaillez du verre et puis vous avez oublié de le recuire, je dis j'espère que ma pièce elle va durer longtemps, si elle tombe, elle explose ou pas, vous mettez votre pièce en verre entre deux polariseurs croisés. C'est-à-dire qu'on éclaire ce qu'on appelle un polariseur, donc la lumière va être polarisée, elle va passer bon, il y a le polariseur, le verre qui est à la place du pointeur. Si le verre est isotrope, la lumière elle va le traverser de manière homogène. Maintenant, si le verre est perturbant, il va perturber la lumière et à ce moment-là, on va avoir, avec l'analyseur, des mises en évidence de stress. Bon, le verre comme support, la viscosité, quand on réchauffe le verre, on a la viscosité qui va diminuer. Quand on l'a tous fait, on prend une bouteille de verre, on la met dans un feu de camp, 600-700 degrés, ça ramollit. Et puis ça ramollit tout doucement. Ça met vraiment du temps pour arriver à une viscosité de 10 puissance 2. Alors au niveau des unités, ça vous parle pas beaucoup, mais 10 puissance 2, là, c'est 4 ordres de grandeur la viscosité d'un miel, quoi. Donc les verres industriels silicates, c'est très pâteux. Bon allez, je passe. On peut faire, si on maîtrise la dévitrification, le réarrangement en réchauffant le verre, on peut former des vitraux céramiques, donc des objets composites du verre à l'intérieur des cristaux. Et là, pareil, il y a de l'étude à base de verre silicaté, puis on va rajouter des petits éléments qui vont favoriser le réarrangement, la cristallisation, pour faire à la fin un matériau composite, verre et cristaux à l'intérieur. J'ai des exemples aussi là. Et donc on peut faire toutes sortes d'objets. Là, par exemple, cette fameuse casserole là, Corning, ça paraît du verre, mais il y a seulement 10% de verre. 90% à l'intérieur, ce sont des cristaux qui ont été contrôlés au niveau de la croissance, au niveau de l'indice. Là, vous avez un exemple aussi. Là. Ça, c'est cette plaque-là, il y a seulement 10% de verre. Tout à fait. Et puis pour terminer, mon avant-dernière diapo, on fait du verre. Qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Je vous ai dit que quand on réchauffe du verre, on peut atteindre l'état liquide et si on le refroidit suffisamment rapidement, on obtient du verre. Là, c'est facile. On a en France ou en Europe tout un système de traitement du verre. Donc un conseil aussi, quand on vous dit ne mettez pas n'importe quoi dans les conteneurs à verre, c'est parce que si maintenant vous mettez une vitrocéramique, là l'objet qui ressemble à du verre, vous mettez dedans, ça va perturber, c'est un poison pour les fours verriers, parce que ces éléments-là, même dans un bassin verrier où il y aura 200-300 tonnes de verre, s'il y a des merdes comme ça va favoriser la formation de pierres, de petits cristaux. Et comme maintenant au niveau de la qualité du verre industriel, c'est
c'est niveau électronique, quoi. C'est une bulle de 200 microns par plaque de 2 mètres sur 6 mètres. Donc s'il y a un petit défaut là-dedans, ça sort. Donc faites attention, mettez que du verre d'emballage. Alors verre d'emballage, c'est verre alimentaire, emballage liquide, emballage solide, aliment. Mais mettez pas d'ampoule, mettez pas de vitrocérame, etc. C'est tout un train. Voilà, quand je vous parlais de viscosité, vous avez ça. Et puis là, les derniers des travaux qu'on développe au labo, c'est de réchauffer le verre. Donc on a vu maintenant qu'on peut réchauffer le verre, il devient pâteux. Puis si on rajoute de la levure à l'intérieur, ben on va formation de bulles. Et c'est donc Steven et Sarah là qui ont utilisé ces objets-là pour faire des œuvres, donc pour la création. Voilà. Merci. C'est bon parce que là ça part sur le. Bien, alors moi je vais enchaîner sur la longue histoire de Renan à propos de la cuisine et du verre. Donc j'embraye effectivement sur le côté historique et moi je vais me concentrer et ça permettra de rebondir sur une des questions sur qu'est-ce que c'est que solide. En fait, moi, solide, je le définis que par rapport à un liquide ou un gaz. C'est un côté organisationnel et stabilité. Voilà, pour vous rappeler que voilà, le verre, il est vraiment présent partout. Il est présent sous des formes qui sont très différentes. On va avoir des choses qui sont sous forme de verre très plat. On va avoir aussi des aspects mis en forme, comme alors pour ceux qui pourraient posséder une RCZ avec un bombage derrière là qui est effectivement en verre. Je mets que tu changes les pins, s'il te plaît. Je profite d'avoir une collègue pour faire l'intendance. Ça va pas marcher avec l'autre. Et puis, alors vous avez le côté fibre optique dont Ronan vous a parlé, un sujet qui est extrêmement sensible. Alors, on parlera rapidement des écrans des iPhones. Ou tout autre smartphone, j'ai pas une marque préférentielle. On en parlera un peu à la fin. Il y a un sujet qui est extrêmement chaud et sensible au niveau du verre, c'est aussi, merci, tout ce qui est gobletterie. Donc là, on en profite pour faire aussi de la pub à des collègues, puisque Arc International, c'est encore une entreprise qui est française, qui fabrique en France et qui a sorti une ligne assez élégante. Enfin, je ferai pas trop de commentaires sur le côté mais qui en plus, alors nonobstant le fait que je la trouve assez élégante, est résistante d'un point de vue mécanique, c'est-à-dire que la forme de l'objet lui confère une résistance particulière. Alors je parle pas de solidité, je parle de résistance, et voilà, j'en parlerai, je développerai un peu plus tard. Mais le point vraiment essentiel, c'est que ces verres-là résistent à plus de 2000 tournées de lave-vaisselle. Et ça, c'est quand même le point le plus important, c'est ce qui fait vraiment le côté intéressant de ce genre de produit. Donc, comme Ronan vous l'a dit, le verre, ça nous paraît comme mettant un matériau qui traverse les âges voilà, sans être plus détérioré que ça. Alors même s'il y a toujours cette légende sur les vitraux qui s'écoulent au fil du temps, mais c'est une légende urbaine, hein, les vitraux ne s'écoulent pas au fil du temps. Au mieux, les vitraux sont corrodés parce que les procédés de fabrication à l'époque n'étaient pas très stables, donc au final on a un objet qui va être très sensible à l'environnement, donc automatiquement il se corrode suivant les processus dont Ronan a parlé. Et puis après, si l'objet ne se détériore pas au fil du temps, le fait que la base soit plus épaisse que la partie supérieure dans les vitraux, c'est pas parce qu'il s'est écoulé, c'est juste parce que si vous essayez de mettre un objet en équilibre sur sa tranche, le plus simple c'est quand même, quand vous avez fabriqué une plaque de verre artisanalement, en l'étalant comme vous avez pu, vous la cassez en petits morceaux pour faire votre vitrail,
Ben, on met la partie la plus épaisse en bas, c'est quand même beaucoup plus stable que quand on met la pointe. Bon, bah, voilà pourquoi d'un seul coup, les parties épaisses sont en bas, les parties fines sont en haut. Voilà, c'était juste pour enlever la légende sur les vitraux qui s'écoulent dans les cathédrales. Les temps caractéristiques pour un écoulement, parce qu'on parlait de viscosité, les verres sont visqueux à température ambiante. Un verre à vide, ça s'écoule. Mais ça sera cassé bien avant qu'on ait la moindre manifestation de son écoulement. Et je pense qu'il va falloir quelques dizaines de milliers de générations d'êtres humains, le temps de voir le début de la manifestation de l'écoulement. Donc voilà, les temps seront des temps géologiques pour l'écoulement des verres. C'est un peu long. Donc ceci étant, voilà, le côté applicatif, voilà, il y a des aspects mis en forme. Donc là, voilà, moi je suis physicien, même mécanicien, parfois garagiste, je peux dire de mes collègues. Voilà, nous l'idée c'est faire le lien entre une propriété mécanique, donc je rebondirai sur solidité, et puis l'usage de l'objet. Et alors on va voir nos collègues chimistes néanmoins pour justement faire le lien entre leur merveilleuse cuisine, l'arrangement qui va s'y opérer au sein du matériau et les propriétés mécaniques. Alors je vais surtout me focaliser sur une propriété mécanique qui est généralement celle que on observe, je dirais malheureusement dans notre quotidien, c'est le côté rupture. D'accord. Alors cette rupture, elle peut opérer quand on trinque un peu, voilà, gaiement. Cette rupture, elle peut opérer quand cette fibre optique, vous commencez à vouloir l'emmener à un endroit qui est la boîte qui va bien pour être connecté au reste du monde. Ça peut être un écran qui est impacté, de même pour un pare-brise. Ça peut être une caméra infrarouge. Donc là, si vous reconnaissez la voiture, que vous êtes dans votre garage, là. Et donc vous avez là cet objet-ci, c'est une caméra qui vous permet d'avoir une lecture grâce au verre dont parlait Ronan, une lecture purement du rayonnement infrarouge qui est devant vous et ça c'est remis au niveau de votre tableau de bord. Donc là, c'est ce que vous voyez dans le visible, c'est-à-dire pas grand-chose, des trucs un peu au loin. Et dans l'infrarouge, la lecture, c'est 2 piétons. Donc du coup, vous pouvez viser vraiment parfaitement avec votre véhicule puisqu'ils sont vraiment bien indiqués ici. Donc ça, c'est voilà. Donc là, on a des problématiques mécaniques parce que si on a un impact de type gravillon sur cet objet-là, automatiquement, on va avoir une détérioration de l'optique, donc ça va perturber complètement le signal. Un gros sujet actuellement dans le monde verrier et dans le domaine de l'utilisation du verre, c'est vraiment tout ce qui est lié au côté architectural. Ça, c'est vraiment un très gros sujet. C'est un très gros sujet qui date pas d'hier. 1930, on voulait construire un immeuble en verre le long de Central Park. Bon, il n'existe pas, cherchez pas, celui-ci, il n'est toujours pas là. On a construit depuis quand même des objets qui sont assez remarquables, dont la structure, le verre n'est pas obligatoirement l'élément qui porte la structure. Alors là, on voit bien ce que disait Ronan, le verre de la pyramide du Louvre, il est très spécial, il est transparent, il n'y a pas de couleur. Vous prenez du verre à vitre, vous voyez bien que la teinte n'a rien à voir. Donc là, alors effectivement, la commande est de chez Saint-Gobain, mais l'histoire, je suis pas sûr que ce soit Saint-Gobain, ça c'est un autre débat. Et après, voilà, maintenant l'idée c'est l'idée d'avoir des structures porteuses. Comment être capable de faire passer, je dirais, un chargement mécanique des forces sur une structure, sachant que tous expérimenté que le verre en tant que matériau, c'est pas le matériau qui vous parle beaucoup avant de casser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, après il n'y a plus rien, si on s'est peut-être coupé, mais entre les deux il n'a rien dit. Vous prenez un morceau de bois, on le plie, il commence à parler, il craque, etc. Bon, vous prenez un métal, il va être élastique, ça revient, et puis il va aller un peu plus loin, il va rester déformé. Mais avant que ça casse, il y a des choses qui se sont manifestées, je dirais, de loin, macroscopiquement. Le verre, il est là et il n'est plus là. D'accord. Donc quand vous voulez construire un immeuble, évidemment de se dire il est là, il est plus là, c'est pas raisonnable. De même, si vous commencez à mettre des panneaux de verre tout autour d'un public, bon, c'est pas raisonnable non plus de dire il est là, il est plus là, parce qu'il sera dessous, donc sur les gens. Donc là, l'idée, c'est de se dire comment on peut sécuriser les choses. Et là-dessus, il y a un travail qui est vraiment important. Et donc, ce sont des choses qui existent dans la vie de tous les jours. Enfin, je ne sais pas si tous les jours vous allez dans le Colorado, mais si vous allez au niveau du Grand Canyon, il y a maintenant ce fameux Skywalk là, qui vous permet de déambuler à 1200 mètres au-dessus du Colorado, d'accord, en toute sécurité. Voilà, je vous l'accorde, ils ont triché. Parce que vous marchez sur des plaques de verre, ça c'est une réalité, hein, donc vous regardez et vous avez toute la transparence, c'est-à-dire qu'il y a 1200 mètres plus bas, c'est le sol, d'accord. Mais là où ils ont triché, c'est qu'ils ont mis des 2 grandes poutres métalliques de part et d'autre. Ils auraient pu pousser l'exercice jusqu'à mettre complètement une ceinture en verre et voir si les calculs étaient les bons.
Bon, ça c'est pas fait. Alors, ce qui fait que ces structures-là, alors comme celle-ci, alors ça c'est pas une table base de chez Ikea, c'est vraiment des dimensions en mètres. Donc ça vous fait, c'est un plateau qui fait 10 mètres par 10 mètres et qui est à 3 mètres de hauteur. Et vous voyez que toutes les poutres sont en verre. C'est-à-dire que les éléments sont complètement en verre. C'est pas uniquement un plateau sur un treillis métallique, c'est un plateau en verre sur des poutres qui sont elles-mêmes en verre. Et l'idée, c'est la même chose pour... Alors ça, c'est fait aux Pays-Bas, chez nos collègues à l'université de Delft, où ils travaillent beaucoup sur ces très grandes structures. Et dans leur bibliothèque, voilà, ils ont relié 2 aquariums avec des carpe-koi au milieu, et au milieu, vous avez une poutre qui est remplie d'eau. Il y a à peu près 650 à 700 kilos d'eau, voilà, qui traverse avec des poissons, et ça tient, jusque-là, il n'y a pas eu de problème. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire, voilà, comment, par rapport à ce côté solidité, qui en fait sur le verre est plutôt le côté fragilité, bah, comment ça on arrive à le contrer, et du coup, en même temps, qu'est-ce qui fait la fragilité du verre? D'accord? Donc ça, c'est des questions, nous, qui nous intéressent en tant que mécaniciens, et du coup, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous exposer, alors rapidement, parce que mon congénère qui devait parler 30 minutes, non mais c'est une blague, c'est pas un souci. Je vais faire comme d'habitude, si j'ai au moins une idée à faire passer, autant qu'elle y reste, donc on va essayer de faire très focalisé. Donc vous avez bien compris que le verre, c'est une histoire qui commence à l'échelle atomique et qui se termine, en tout cas pour nous mécaniciens, à une échelle qui peut être le mètre. Donc en fait on part de là, c'est-à-dire l'atome avec son environnement électronique, qui va faire plus ou moins ami-ami avec des collègues, alors de manière plus ou moins ordonnée, le fameux tétraèdre de silice, puis après c'est moins ordonné, et puis après on finit ici. D'accord? Bon ben nous, l'idée c'est se dire, je pars de la cuisine de départ, j'ai la physique qui fait que les éléments s'organisent, plus ou moins bien, et il y a une propriété derrière que je peux exploiter pour en faire quelque chose. Et nous, notre activité de recherche, c'est de faire le lien entre ça et ça. Donc il y a des échelles qui sont spatiales, c'est-à-dire qu'on part du nanomètre, l'organisation elle est de quelques nanomètres, comme a pu le montrer Ronan, et à la différence des cristaux où vous avez une organisation dans le cristal, d'accord, donc des cristaux il y en a partout, hein. Ce sont des cristaux, d'accord, on est bien d'accord. Et cet allège aluminium, ce sont plein de cristaux. Et je sais, c'est un peu bizarre. Et tous les métaux sont polycristallins. Si vous prenez tous les matériaux métalliques qui sont autour de vous, sauf peut-être les verres métalliques dont on pourra parler, ils sont tous polycristallins. Ce sont plein de petits cristaux qui sont collés les uns aux autres. Les cristaux, ce sont pas uniquement les roches ou les céramiques auxquelles on pense naturellement. Tous les métaux sont polycristallins. Ces petits grains très organisés qui sont collés les uns aux autres. L'idée, c'est de se dire, voilà, quel lien je fais entre ce qui se passe à cette échelle où c'est pas très ordonné et l'échelle macroscopique. Alors ça, c'est l'espace. Et puis quand vous faites en termes de vitesse, on se rend compte que si vous prenez un objet dur et que vous le mettez au contact du verre, si vous faites ça lentement, vous créez une empreinte, un peu le doigt dans la mousse au chocolat. Bon, les rapports de dureté sont pas les mêmes, mais voilà. Et donc sur le verre, quand vous faites ça avec un objet dur, donc typiquement le diamant, eh bien vous allez même créer des fissures. Et ça, c'est très bas. Vous appuyez doucement comme ça, et on enlève, on entend que ça parle un peu. Vous le lancez cette fois-ci. Au lieu d'être au millimètre seconde, au automètre seconde, là, c'est pas ça, on voit bien qu'on diffuse un peu plus. Et puis là, on y va franchement, parce qu'on est fâché, on envoie le truc au kilomètre seconde, vous êtes fâché. Hein. Et là, on passe vraiment complètement à travers. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a l'espace et le temps qui comptent sur nos systèmes. Alors voilà, je vais vous faire un rapide cours de mécanique, parce que c'est important quand même dans la vie, ce sont les forces qui gouvernent le monde. D'accord. Alors, il y a certaines forces obscures, d'autres moins, donc on va essayer de parler de celles qui le sont moins. Donc au final, tout ce qui concerne la création justement de défauts, de dommages, de déformations, de ruptures, en fait, c'est le fait que vous appliquez des forces sur une structure. D'accord. Bon, ces forces, quand vous les appliquez sur une structure, généralement, elles conduisent à un certain équilibre. Alors, parfois, cet équilibre, vous le voyez, en tout cas, vous voyez la conséquence de l'apport de ces forces, que cette structure, elle se déforme. Ou en tout cas, parce que le mécanicien veut dire déformation, c'est pas ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est des déplacements de la structure. C'est typiquement ma branche d'arbre là que je cintre, j'applique une force, et je vois bien que la conséquence de cette force, c'est une déformation, parce que je déplace un point par rapport à un autre. Bon, l'idée, c'est de rapidement se dire que, bon, force et déplacement, ce ne sont pas des quantités qui, nous, mécaniciens, sont exploitables. Alors, ce dont on parle, nous, c'est parfois des choses qu'on utilise aussi, mais dans l'abus de langage. Donc, nous, on va parler
de contrainte. Alors c'est pas la contrainte parce que je suis contraint, c'est un peu la même idée. La contrainte c'est quoi? C'est le rapport d'une force sur une surface, un peu comme une pression. D'accord? Je prends une force, je l'applique sur une surface d'une certaine dimension, je fais le rapport des deux. Peu ou prou c'est une pression, vous appelez ça une contrainte parce que c'est pas toujours perpendiculaire, mais on s'en fiche. Et là je parle de epsilon, c'est une déformation. Une déformation, c'est pas un déplacement, même si dans le langage courant on fait l'amalgame. En fait, vous prenez un objet d'une certaine longueur, vous tirez dessus, il s'allonge, un ressort. La déformation, c'est juste l'allongement sur la longueur de départ. Donc c'est un truc qui n'a pas d'unité. L'avantage quand vous faites ça, c'est que quand vous faites un rapport force sur surface, si vos objets ont différentes surfaces, que vous faites ce rapport-là, vous pouvez les comparer entre eux en termes d'incidence. Vous comparez les pressions, quelque part. Du coup, on se fiche sur la géométrie de l'objet. Si vous prenez déformation, c'est pareil. Vous faites l'allongement sur la longueur de départ, on se fiche de la longueur de l'objet de départ. L'idée, c'est de pouvoir comparer les choses en termes de matériaux. Et ça, c'est ce qu'on fait ici quand on trace ces courbes. Du coup, là, quelque part, c'est l'effort appliqué, ça, c'est l'allongement, donc c'est contrainte, déformation. Et je tire sur l'objet. Et quand je tire sur un objet, il y a une partie qui est l'élasticité. C'est le fameux ressort. Je tire dessus, je lâche, ça revient au départ. D'accord? Bon, c'est généralement ce qu'on aime bien dans le quotidien, quoi. C'est, j'ouvre la portière de la voiture, je la referme, elle n'a pas changé de forme entre ces deux moments-là, j'ai pas de problème. D'accord? C'est ce qu'on n'aime pas quand on se gare mal et qu'on tape la voiture d'à côté, ça se déforme, ça revient pas complètement. Bah, ça revient pas complètement, c'est que j'ai dépassé ce point-là, qu'est-ce qu'on appelle, dans le domaine des matériaux polycristallins, les métaux, la limite d'élasticité. C'est-à-dire que j'ai enclenché quelque chose qui fait que, au niveau de la matière, il y a des mouvements qui se sont faits, et quand je relâche ma contrainte, mes forces, bah, ça ne revient pas au point de départ. Alors, quand vous faites de la mise en forme, c'est ce que vous voulez. Parce qu'imaginez une tôle pour faire une portière, si à chaque fois que je la plie, je le relâche, elle revient plate, on n'a pas fini de mettre... Alors, ça peut créer de l'emploi, mais c'est un peu long. Donc, l'idée, c'est que, voilà, ça, il faut le faire. Donc, ça veut dire que quand je dépasse ce point-là, quand je relâche, je suis de nouveau élastique, comme au départ. C'est ça qui est assez amusant. D'accord? Mais je reste bloqué, j'ai une déformation permanente, un déplacement, un allongement qui est resté. D'accord? Et ça, généralement, quand on fait de la mise en forme, c'est ce que l'on souhaite. Alors, sur le verre, vous ferez pareil, hein. Vous le montez en température, il va devenir pâteux, comme dit Ronan. Pâteux, alors après, c'est pas de la plasticité, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on va être capable de le mettre en forme. C'est-à-dire que vous créez un effort, il se déforme, je relâche, il y a un petit retour, mais il garde une certaine géométrie. Quand on parle de viscosité, ben la viscosité, au final, donc on en disait, c'est le côté je suis plus ou moins fluide. Okay, mais c'est aussi le fait, et ça vous pouvez l'expérimenter quand vous mettez en forme, c'est aussi une dépendance au temps du matériau. Alors je m'explique, vous prenez un matériau, d'accord, vous le tirez dessus à des vitesses différentes, il va réagir de manière différente à la déformation. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle typiquement la viscosité. Bah, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de l'aviron sur la Vilaine pas loin. Vous prenez l'eau, d'accord? Vous y allez lentement, vous n'êtes pas prêt d'avancer. Vous prenez l'eau, vous y allez fortement, vous déformez une grande vitesse de déformation, la viscosité augmente, et ça avance. Bah, voilà. C'est sensibilité à la vitesse de déformation. Vous prenez, vous savez, ces pâtes de rééducation là qu'on appelle du sili petit, là, les choses qu'on peut, qui vont couler entre les doigts quand on va appuyer tout doucement, et j'en fais une boule, je la jette contre le mur, et c'est quelque chose qui est purement élastique. C'est exactement la même chose. Donc les verres, ce sont des matériaux qui sont fortement visco-élastiques. C'est-à-dire que quand vous allez les mettre en forme en température, ils vont être sensibles à la vitesse de déformation. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Alors là, moi, j'ai juste me focaliser sur le côté élasticité, plasticité, mais surtout sur le côté fracture. Parce que souvent, et je suis bien content qu'on ait parlé de solidité, souvent, au final, je dirais la préoccupation que l'on a sur des objets en verre, c'est dans le quotidien le fait qu'à un moment donné, ils cassent, alors qu'on l'a utilisé pendant je ne sais pas combien de temps, et on n'a jamais eu aucun problème. Donc là, l'idée, c'est d'essayer, je vais passer ça, c'est un peu long, de vous montrer que, ça, c'est lié à un seul et unique phénomène qui est le lien entre les défauts que vous allez avoir à la surface de votre matériau, qui est le verre, et son comportement particulier qui n'autorise pas, comme les métaux, une déformation permanente, mais qui est justement purement élastique. Alors typiquement, on dit que la résistance à la rupture d'un verre, c'est 45 mégapascales racine de mètre. Alors, on m'a dit
traduit ça en quelque chose qui parle. Alors 1 mégapascal, enfin admettons 10 mégapascal, c'est équivalent à 1 kg à l'extrémité d'un objet cylindrique qui fait 0,6 mm de diamètre, autrement dit 1 mm carré. Vous prenez un objet qui fait 1 mm carré en surface, donc un diamètre de 0,6, 600 microns, pas gros, hein, 600 microns, 3 cheveux à peu près, enfin ça dépend des cheveux, mais... Et vous mettez 1 kg à l'extrémité. Ça fait 10 mégapascal. Ok ? Donc le verre à vitre, c'est à peu près 5 fois ça. Si je prenais, théoriquement, on commence à faire des simulations où le verre à vitre, on pense que c'est pas 45 mégas, mais c'est 10 à 15 gigapascal, c'est-à-dire 1000 fois plus. Donc il y a un truc qu'on a perdu quelque part. C'est très clair. Et ce que l'on a perdu, c'est ce que l'on a mis en évidence depuis très longtemps, c'est le fait que, au final, quand le verre casse, c'est pas ses propriétés intrinsèques, c'est en fait le fait qu'on a des défauts, et ce sont ces défauts qui vont provoquer des ruptures prématurées. Je rappelle, voilà, je fais une empreinte avec une pyramide en diamant, ça se déforme, mais j'ai des fissures qui partent. Bon, après, il y a un autre phénomène, et Ronan en a parlé un tout petit peu, qui est aussi le fait que le verre, en particulier le silicate, on a parlé beaucoup de silice, sont des matériaux qui sont sensibles à l'eau. C'est pour ça que quand vous buvez une bière, il faut renouveler ça assez vite, parce que sinon ça risque de corroder le verre. Donc c'est vraiment important de préserver les verres dans les bars. Donc alors ça c'est un exemple ici. Je prends cette empreinte, d'accord, j'appuie dessus, le verre se déforme quand même de manière permanente, hein, on voit qu'on est capable de faire une empreinte. Mais ces fissures, si je regarde comment elles évoluent dans le temps, eh bien elles continuent à se développer. Donc ça c'est la longueur de la fissure, typiquement, là, qui continue à se développer à mesure que le temps passe. Et ça, c'est uniquement lié au fait que, en pointe de fissure, vous avez de l'eau qui vient condenser, qui réagit avec le verre. On a quelques contraintes qui restent, parce que quand on a déformé le verre, il est resté sous contrainte, et tranquillement, la fissure va s'allonger. C'est un peu ce qu'on voit sur les pare-brises automobiles, quand on a un impact, là, et puis à un moment donné, on n'a rien fait. Il peut y avoir des côtés thermiques, on peut le surcontraindre, mais il y a des choses qui bougent toutes seules. Donc au final, voilà. Parce qu'il faut quand même un peu d'équation, voilà, je n'y peux rien, mais si on commence à comprendre que ce qui conditionne la résistance du verre, au final, ce sont les défauts, ben on se dit voilà comment on traite un problème de trou dans une plaque, d'accord ? Alors vous faites un petit peu de méca, donc vous faites un trou, voilà, vous faites une ellipse, un trou elliptique dans une plaque, vous mettez une contrainte à l'infini, d'accord ? Vous tirez dessus, puis on regarde un peu ce qui se passe. Ben, en fait, au bord de la plaque, on a ce qu'on appelle une concentration de contrainte. C'est-à-dire que le fait de faire un trou, c'est pas juste enlever de la matière, c'est même concentrer ce que vous appliquez à l'infini. D'accord ? Donc vous appliquez une force loin du trou, au bord de ce trou, la contrainte sera beaucoup plus élevée que celle que vous appliquez loin de celui-ci. D'accord ? Donc ça, donc vous pouvez faire un petit peu de méca, de maths appli, et vous vous rendez compte que la contrainte au bord du trou, voilà, c'est la contrainte lointaine multipliée par un facteur qui dépend de la taille ici, de la longueur, et de ce qu'on appelle le rayon de courbure. Bon, globalement, vous faites un trou circulaire dans votre plaque, le rayon de courbure, c'est exactement la longueur, ben, ça veut dire qu'au bord d'un trou, la contrainte est multipliée par un facteur 3. Donc c'est pour ça que le papier toilette, ça marche bien, les pointillés, parce que vous êtes sûr que c'est là que ça se découpe. Non, mais il y a des choses, enfin, c'est des choses qu'on expérimente assez quotidiennement, donc voilà. Donc, et c'est jamais à côté que ça se déchire. Bah, c'est à cause de ça. D'accord. Ce qui veut dire que quand vous faites un trou, la contrainte en bord de trou, elle est 3 fois ce que vous appliquez au loin. Ok. Donc si vous avez une pièce quelconque, vous faites juste que le trou soit gros, petit ou quoi que ce soit, c'est toujours la même valeur. Donc vous imaginez que dans les avions, on fait plein de trous partout. Il faut mieux bien se débrouiller pour bien dimensionner au départ. Ça tombe de temps en temps, mais pas trop. Alors maintenant, comme c'est sensible à ce qui se passe, ce qu'on appelle le rayon de courbure, au fond de votre trou, là, au fond de votre ellipse, vous voyez bien que si ça tend vers 0, vous avez quand même des restes un petit peu de maths, hein, quand on divise par 0, globalement, le fait de diviser par 0, ça vous fait monter votre rapport vers l'infini. Et l'infini pour un matériau, ça fait beaucoup en termes de résistance. D'accord ? Pour d'autres aussi, mais pour lui en particulier. Donc du coup, ça veut dire que si je commence à parler de fissure, vous imaginez bien qu'une fissure à l'échelle des atomes, c'est quelque chose qui va être extrêmement aigu.
un rayon de courbure très petit. Donc ça veut dire que ça marche plus comme mécanique, et du coup, dans les années 20-40, là, on a revisité complètement ce problème-là, et ce qui est quand même pas mal, parce que ça sous-tend énormément de choses qui sont utilisées dans le domaine industriel, ce qui est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle la mécanique élastique linéaire de la rupture, qui nous fait maintenant dimensionner énormément de structures en génie civil, enfin tout ce que vous voulez, dans le domaine automobile, dans certains cas, et qui fait le lien, au final, non pas entre la concentration, mais ce qu'on appelle le facteur d'intensité de contrainte, la contrainte que vous appliquez très loin, et la taille de votre défaut de départ. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que cette relation-là, elle a été validée expérimentalement sur du verre. Quand même sympa comme histoire. C'est-à-dire que pour valider la relation mathématique que les gens ont proposée, ils ont pris des barreaux de verre, ils ont mis en place des défauts, d'accord ? Ils ont appliqué un chargement mécanique, et à un moment donné, ça casse. Ils ont mesuré la contrainte à laquelle ça cassait. Ils avaient la taille du défaut, ils ont fait le rapport, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours cette même relation de proportionnalité. Donc au final, vos matériaux verts, et vos matériaux fragiles en général, ceux qui sont élastiques et puis ils préviennent pas, c'est terminé, pas comme les métaux ou les autres, eh bien ils ont un paramètre qui est intrinsèque, c'est pas une contrainte à rupture, c'est ce qu'on appelle la résistance à la propagation de fissures. D'accord, ce qu'on appelle aussi la ténacité. Alors ténacité, en langage commun, voilà, cette notion de résistance, c'est à peu près la même chose. Donc vous avez un défaut dans une structure, ce défaut va se retrouver à pouvoir se propager ou pas dès l'instant où il est au seuil de ce fameux facteur qui est vraiment intrinsèque. Et là, on peut faire le lien avec la chimie, etc. Alors, pour l'identifier, il y a plein d'éprouvettes sur lesquelles on va créer des défauts, et puis ces défauts, on va les mesurer, on va propager ces fissures, et du coup, identifier notre fameuse résistance. Alors là, c'est juste pour vous montrer que des défauts, parfois, on les contrôle plus ou moins. Là, c'est juste pour vous dire que on peut tabuler un certain nombre de choses, mathématiquement parlant. On utilise toujours la même relation, la taille du défaut, racine carrée de cette taille, la contrainte, et le lien avec la résistance à la propagation de fissures. Alors maintenant, je trace cette relation. Alors je la trace pour deux cas. Un cas où mon défaut, c'est un demi-cercle, un demi-disque, et un cas pour lequel mon défaut, c'est une rayure. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement long dans cette direction-là. Donc, vous voyez que alors là, c'est la résistance. Ça, c'est ma contrainte à rupture, c'est la résistance, la valeur pour laquelle ça casse. Et ça, c'est fait en fonction de la profondeur du défaut. Alors, si je suis un indent, c'est un demi-cercle. Si je suis une rayure, c'est un truc qui est très long. Donc là, c'est en logarithme, parce que sinon, c'est pas linéaire. Et ce que vous voyez, c'est que si j'ai un défaut qui est circulaire, à profondeur de défaut donnée, le défaut circulaire me produit une contrainte plus élevée qu'une rayure. Première information. Maintenant, si je regarde un peu le lien qui va exister entre taille de défaut et contrainte à rupture, je me rends compte que typiquement, là c'est le mètre. Donc quand vous êtes à peu près entre le millimètre et les défauts qui font plus d'un millimètre, qui sont extrêmement visibles, vous voyez que les contraintes à rupture, elles sont de l'ordre de 10 mégapascals. C'est 5 fois moins que ma vitre, d'accord ? Mais il n'empêche que la vitre, quand on regarde un vitrage, les rayures, alors ici, quand on commence à bien regarder, on peut regarder un peu de bien, on voit parfois il y a des défauts. Mais on est plutôt sur des défauts qui sont microscopiques. Effectivement, on va retrouver sur des défauts microscopiques ce qui va aller entre 10 et 100 mégapascals, et on retrouve nos 50 mégapascals en plein milieu. Mais quand je dis microscopique, vous voyez que là, on est en mètres, donc le millimètre. Là, on est sur le micromètre. Eh bien, on a un défaut qui fait 10 micromètres. On va se retrouver avec une contrainte à rupture qui va être à peu près à 100 mégapascals. Donc ça veut dire que les pièces en verre, la manipulation parfois ne génère pas de défaut visible, et a des conséquences qui sont vraiment importantes sur leur résistance quelque part. Et quand on fait de la fabrication, d'accord, mais dans des contextes divers et variés, eh bien vous voyez que on va essayer de minimiser la taille des défauts, mais minimiser la taille des défauts à des défauts qui ont par exemple juste 1 micromètre de profondeur, ce qui est quand même pas beaucoup dans un process de fabrication. Si vous minimisez la taille des défauts à 1 micromètre de profondeur, vous allez atteindre à peu près le gigapascal, 1000 mégapascals. Rappelez 10 mégapascals, 1 kg sur 1 mm². D'accord, ça c'est 10.
Donc là, on a 100 fois plus. Et puis alors après, l'idée c'est que si je descends aux défauts qui sont de la taille de la structure même, c'est-à-dire que j'enlève tous les défauts, sauf le fait que vous avez bien vu, c'est désordonné, donc automatiquement j'ai des endroits où j'ai un peu plus de volume. Eh bien, on tend vers ce qu'on appelle la contrainte à rupture théorique, qui est à peu près aux alentours de 10 GPa. Donc tout ça pour dire que ce qui conditionne vraiment complètement vos histoires de rupture de pièces en verre, ce sont vraiment les défauts que vous allez créer, et généralement on les crée à la surface. Alors on les crée à la surface, et quand en plus on les contraint et qu'en pointe de fissure, je vous dis avec les pare-brises, on a une réaction qui peut se produire entre l'environnement et le verre, qui fait qu'on va déboutonner des liaisons, au sens propre du terme, c'est-à-dire que la molécule d'eau va se recombiner avec vos silicium, et puis ça va déboutonner des liaisons. Alors c'est une liaison de temps en temps, c'est quand même pas... si, ça suffit pour faire avancer votre fissure, elle change de taille, elle était là, et bien on est sur du là. Donc je suis capable de perdre un ordre de grandeur dans la contrainte à rupture. Donc ça, c'est exactement ce qu'on peut observer quand, par exemple, vous avez des défauts à la surface d'une structure. D'accord, on est dans un environnement qui est ce qu'il est, et puis vous allez nettoyer votre pièce. D'accord, on la nettoie, puis on la nettoie avec un produit qui est un petit peu agressif. Puis ils vont augmenter la taille de défaut. Puis cette pièce, je la remets au même endroit, et puis je remets, je l'assemble avec un autre élément, et là, ça casse. Ça casse parce que avant, le défaut, il était peut-être ici, d'accord. Je tenais la contrainte qui était appliquée, d'accord. Je le passe ici, la contrainte qui va passer sera moindre. Donc le risque de casse est beaucoup plus important. Alors comment on fait pour améliorer la résistance? Je rebondis sur ce que disait Ronan. Une façon, c'est de faire comme pour le béton. Le béton, c'est un matériau fragile, on en a plein au-dessus de la tête, et néanmoins, on est quand même ici. Alors deux choses l'une, soit on fait du béton armé, on met beaucoup de ferraille. Bon, dans un verre, on perd un peu de transparence. Donc l'idée, c'est se dire... Alors après, on a des idées quand même, pour essayer d'armer en transparent. C'est pas fait. L'idée, c'est de se dire, on fait comme ce qu'on appelle le béton précontraint, c'est-à-dire que si on a compris que ce sont les défauts qui, lorsque j'applique une contrainte, se développent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va précomprimer ces défauts de surface. Donc à la surface, au lieu de laisser les défauts libres de contrainte, on va les précomprimer. Comme ça, quand j'applique une contrainte dessus, il faut déjà que je rattrape ce que j'ai précomprimé pour commencer à faire que le défaut est tendu. Donc ça, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait de la trempe thermique ou de la trempe chimique. Et le niveau de trempe vous conditionne des géométries un peu particulières. Alors juste pour vous montrer, une trempe thermique, c'est ce que disait Ronan, c'est utiliser la capacité du verre lorsqu'on le refroidit, à avoir, en fonction de la vitesse de refroidissement, des différentiels de volume qui peuvent être importants. Donc le verre trempé thermique, c'est quoi? Vous prenez le verre, vous le montez en température, vous avez l'entour de ATG à peu près, un peu plus, et vous refroidissez brutalement les surfaces. Donc les surfaces, elles refroidissent tout de suite, elles se figent, d'accord? Donc là, je passe de mon côté, je passe sous l'ATG et je vais très rapidement vers, je dirais, le solide froid. Par contre, le cœur est encore chaud. Donc le cœur, lui, il est encore loin de l'ATG, il va redescendre, le volume va diminuer, donc le cœur va se comprimer, les deux peaux, ce qu'on appelle les peaux, ce sont les extérieurs, elles sont figées, donc si le cœur se comprime, veut réduire son volume, c'est bloqué par les peaux, donc les peaux vont se comprimer et le cœur va se tendre. Le cœur, quand le cœur est tendu, souvent c'est un petit souci, et voilà le profil des contraintes que vous générez. En surface, vous êtes comprimé, et petit à petit, vous passez vers quelque chose qui est tendu à cœur. D'accord? Ça, c'est une plaque de verre vue sur la tranche. Ok? Donc c'est très parabolique. Hein. Donc la surface qui est là, plus celle-ci, c'est exactement celle qui est au milieu. Ça, c'est les bases de l'équilibre en mécanique. Au moins, on voit bien l'équation. Donc ça vous donne un certain profil. C'est-à-dire que si vous avez un défaut dans votre... là, c'est une surface. Vous créez un défaut ici, d'une certaine profondeur. Vous voyez que ce défaut, il va être précomprimé. Donc si vous appliquez, vous, une force, une contrainte dessus, il faut déjà décomprimer ce que vous avez mis en place là pour commencer à ce défaut vouloir le faire se propager. Ça, c'est la trempe thermique. C'est celle que vous avez sur les verres de la cantine. Vous les faites tomber par terre, bloc. Ça fait plein de petits morceaux. Ok. Ça, c'est la trempe chimique dont parlait Ronan. On est capable d'échanger en surface des éléments. Et là, en l'occurrence, vous voyez que le résultat est vraiment très différent. C'est-à-dire qu'on va affecter une très fine couche qui, par contre, va être fortement comprimée. En trempe thermique, on va arriver à 250 mégapascals. D'accord ? En 250 mégapascals, j'ai
mais 25 kg de compression par millimètre carré. Ici, on peut arriver jusqu'au gigapascal. Je vais mettre 100 kg par millimètre carré de précompression. D'accord? Ce qui veut dire que, avant de commencer à vouloir faire propager un défaut, il faut déjà que je décomprime de cette valeur-là. Donc, ça veut dire que je peux déjà appliquer des efforts beaucoup plus importants. Bon, le truc, c'est que derrière, on peut, et je vais passer là-dessus, bon, là, nous on travaille sur comment faire de l'ingénierie sur ces profils de pré-contrainte, comment on peut améliorer un peu les choses. Juste pour vous montrer, ça c'est la résistance du verre, ça c'est un contact que vous faites typiquement comme je vous montrais avec une pyramide en diamant. D'accord? Donc on crée un défaut à une certaine profondeur. Plus j'appuie fort, plus le défaut d'une taille importante, plus il va profond. Donc plus à un moment donné, il va se retrouver dans la pièce où je vais plus être comprimé. Alors quand vous prenez un verre normal, bah, vous partez à peu près de 150 mégapascales et vous voyez que plus je crée un défaut de taille importante, plus je vais vers une résistance qui est petite. Si je prends un verre trempé thermique, donc j'ai un profil de contrainte parabolique là, je vois bien qu'au départ j'ai déjà une meilleure résistance et puis on voit bien que je conserve cette résistance de façon vraiment supérieure au verre de départ. Ok. Je prends maintenant la trempe chimique. Bah, vous voyez que la trempe chimique, alors que j'ai trempé sur une épaisseur qui est extrêmement faible, bah, ça me permet d'avoir un niveau de contrainte qui est bien plus élevé au départ et qui n'est pas affecté, enfin qui conserve un parallélisme avec les premières sur une plage assez importante. Le seul problème, c'est que dès l'instant où mes défauts ils vont au-delà de la trempe chimique, dès que j'arrive dans la zone qui est plus comprimée, et ça vient très vite puisque c'est très fin, la résistance elle chute brutalement. Donc ça, c'est tous les malheurs de vos smartphones qui sont trempés chimiquement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'opérations qui font que les rayures que vous faites dessus, ça va bien. Puis à un moment donné, il y a celle qui va juste aller trop loin. Et mais là, ça c'est fini après. Il y a plusieurs morceaux. Oui, généralement, on a tous expérimenté ce genre de truc. Donc ça, c'est le problème de la trempe chimique. Alors s'ils étaient trempés thermiquement, c'est pas compliqué. La première fois où la fissure va trop loin, il n'y a plus rien du tout. Donc là, on perd même tout côté tactile. Donc au moins, on peut garder un certain nombre de fonctions. Je pars brièvement et rapidement on dit qu'on peut tout transformer en verre. Donc les métaux, je vous ai dit que ce sont des polycristaux. Et ben, on peut en faire des verres, et c'est ce qu'on appelle des verres métalliques massifs. Et là, on fait maintenant des objets alors qui vont dans les équipements sportifs. Donc voilà, si vous faites du ski ou alors du baseball, moins, mais du ski, ça peut vous arriver. Du golf, en l'occurrence, du tennis. Donc ça, c'est chez Ed. Eh bien, ils ont fabriqué ces verres sous forme de fibres et ils ont inclus ces verres dans ces équipements-là. De la même façon, on a des ressorts de soupape. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt de mettre des verres métalliques? Parce que c'est compliqué à faire, comme vous allez dire, oh non, il faut refroidir assez vite, etc. Même si là, les compositions ont des températures, je dirais, de refroidissement qui sont tout à fait raisonnables. Pourquoi mettre des verres métalliques? Ben, pour cette raison-là. La résistance, d'accord? Et là, ce qu'on appelle la limite d'élasticité. Vous savez, sur mon graphe tout à l'heure, je dis, si vous dépassez tel niveau de contrainte, après, c'est plus élastique, ça revient un peu en position de départ. Bon, si on prend la silice, alors là, ça c'est la silice, vous l'avez touché avec les mains et tout, donc vous avez créé plein de défauts de surface. Donc la contrainte à rupture, elle est pas très élevée et en gros on casse à moins d'1%. D'accord? Vous voyez, ça ce sont les métaux, donc les métaux standards, hein, donc des polycristaux, des métaux classiques, on mettra les aciers ici. Bah, vous avez une résistance qui peut monter jusqu'à quasiment 2 gigapascales pour ce qu'on appelle les aciers à haute limite d'élasticité, ceux que vous retrouvez dans les suspensions automobiles par exemple. Et par contre, vous voyez que vous êtes à un moins d'1% de limite d'élasticité. Bon, si vous prenez des alliages de titane, c'est un peu moins haut, mais un peu plus de limite d'élasticité. Vous voyez que le bois, la résistance, elle n'est pas très grande, mais on a une limite d'élasticité qui est importante. Les polymères vont pouvoir se déformer élastiquement loin. Et ces verres métalliques, eh bien, ils ont une limite d'élasticité, enfin une résistance à la rupture qui est élevée, et une limite d'élasticité qui est elle aussi élevée. Alors, quel est l'intérêt? C'est que si vous vous rappelez ce que c'est qu'un peu l'énergie, l'énergie dans le domaine de la mécanique, c'est le produit en gros d'une force par un déplacement. C'est un travail, d'accord? C'est le produit d'une contrainte par une déformation. Bah, l'énergie, c'est en gros, enfin réellement, c'est la moitié de ça. Donc sigma epsilon, ça vous fait, donc c'est le produit de deux côtés, ça vous fait la surface d'un rectangle. Donc la moitié, ça vous fait le triangle. Donc vous voyez bien que ce matériau-là, si je fais la surface qui est ici, sigma fois epsilon, ça vous fait cette surface qui est beaucoup plus grande que toutes les autres surfaces. Donc c'est un matériau qui est capable de stocker
énormément d'énergie élastique. D'où ça. Donc pour la petite histoire, dans le domaine du golf, donc on a fait des drivers avec des verres métalliques, hein. D'accord. Donc on a gagné à peu près 30% en distance. Donc ça a été interdit. En compétition, j'entends. Vous pouvez vous en acheter, ça vaut juste une fortune, mais en compétition, ça a été interdit. Après, je terminerai là-dessus pour vous dire qu'il y a encore un peu de boulot à faire. Alors, il y a quand même, bon, ça c'est à Rennes, il n'y a pas très loin. Hein, il y a après quelques événements récents. Donc, vous voyez bien que la résistance à l'impact, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais ça vient aussi du fait qu'on a fait des feuilletés, on n'a pas uniquement une plaque de verre, on a mis du polymère entre les deux, mais que ce qui résiste quand même le mieux à l'impact, c'est ça, mais c'est moins transparent. Donc il y a encore un compromis à trouver. Donc voilà, donc en conclusion, ce qui pilote le comportement de vos objets en verre, ce sont les défauts, et si vous voulez réussir à améliorer leur tenue, le seul moyen, c'est de minimiser leur taille, ou de les guérir, ou de les enlever, de les repolir, etc. Voilà.